et qu'on est toujours dans un référentiel collectif qui est faux d'une performance intellectuelle. Mais ça n'a rien à voir. On peut avoir un HQA plus de 130 et être très très bête, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Tu vas te Avoir faire bac allumer. De plus notre sur YouTube, je t'aurais dit tu vas te faire allumer. Je me suis fait, mais alors descendre en flèche quand j'ai osé le dire sur Instagram. Bonjour, on démarre cette deuxième volet. Il y a eu un premier numéro 0 pour cette chaîne. Le deuxième, il est avec Elodie, qui a eu une longue expérience sur la douance et une grande contributrice sur le sujet. Cette chaîne, je l'attends depuis 10 ans à peu près, c'est-à-dire avoir un prétexte et une excuse pour aller chercher des gens avec lesquels je peux être en contact ou pas par ailleurs. Et puis, il fallait que je trouve quelqu'un qui assure professionnellement tout le back-office technique, et c'est Gaëtan qui assure tout ça. Donc c'est lui qui a été l'élément déclencheur, et je remercie Mathieu Play d'être venu me chercher puisqu'ils travaillent tous les deux ensemble. Donc ça, c'est pour le démarrage de cette chaîne. Pourquoi je l'ai choisi aussi? Ça fait 35 ans que je pose des questions. Mes dernières interventions sur le podcast, les podcasts et les vidéos, c'est moi qui réponds. Et là, j'avais envie de poser des questions avec des gens qui m'intéressent, donc c'est totalement subjectif. Mais j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent avec des gens qui me plaisent. Donc voilà l'objectif de la chaîne, et des personnes connues, des personnes pas connues, et toujours sur la neurodiversité. Pour Elodie, ben, on se connaît depuis longtemps. Je suis ravi qu'elle vienne là. On en reparlera un peu. On a un projet de livre ensemble, donc j'espère qu'il va aboutir. Et si c'est le cas, ça sera grâce à elle, parce que moi, ça m'intéresse pas de faire des livres. Je sais pas faire, ça m'ennuie, ça va passer vite. Voilà, on verra comment tout ça va devenir. Je passe la main à Elodie parce qu'elle est un peu complexe, et c'est mieux si c'est elle qui le fait, parce que sinon je vais oublier des morceaux. Merci Fabrice pour cette entrée en matière. Non mais je suis vraiment très très honorée que tu m'aies invité pour venir sur cette chaîne YouTube. Donc et puis je suis contente que tu aies passé le cap de la chaîne et du livre. Je doute pas que ça va bien faire entre toi et moi pour le livre. Pour me présenter, donc moi on me connaît sous mon nom parce que je suis assez présente sur les réseaux sociaux sous le nom d'Elodie Crépel. Je suis concernée personnellement aussi par les neuroatypies. Je suis maman de 4 enfants qui sont atypiques également. Et professionnellement, depuis quelques années, effectivement, à un moment donné, je me suis dit, c'est fou parce que toutes les personnes qui viennent à moi, elles sont quand même bien neuroatypiques. Donc, j'ai voulu, tout simplement me spécialiser dans cet accompagnement-là. Je suis médiatrice familiale, je suis psychanalyste, même si aujourd'hui, je fais plutôt de l'accompagnement global, un peu plus basé comme sur le coaching, on va dire. Puis, je donne des formations et j'écris des livres, surtout sur le sujet. J'ai à cœur de sensibiliser, de vulgariser, mais toujours avec respect, le sujet des atypies, parce que je trouve que c'est compliqué, cette nuance de comment vulgariser, mais sans tomber finalement dans ce côté où ça l'est trop et ça ne veut plus rien dire. Donc c'est jamais évident parce que sur les réseaux sociaux on a souvent peu de temps pour dire le maximum de choses, donc les interprétations sont très faciles et c'est un gros challenge. Voilà, donc c'est un sujet qui me parle forcément, tant personnellement que professionnellement. Merci. Donc en fait, quand je t'ai sollicité, on a échangé pour savoir en fait ce qui te plairait. Moi, j'ai envie de, c'est des voyages que je fais. J'ai pas d'autre intention que d'échanger avec des personnes. Et en fait, je t'ai sollicité sur un truc que moi j'aime pas et que tu fais très bien. C'est les familles et les enfants. Ouais. J'aime pas parce que ça me détruit, parce que je souffre trop, parce que je les sens trop, je les vois trop. J'ai fait des accompagnements familial, il faut 3 jours pour m'en remettre. On avait déjà échangé, ça fait des années qu'on se connaît. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est à la fois ta pratique, tu as eu ta maison d'édition, tu as fait des bouquins, tu es orienté, focus et suivi par des milliers de personnes, avec une typicité alors large,
mais tu as beaucoup travaillé sur la partie femme, femme, famille, enfant. En plus, tu es concerné avec tes 4 piou-piou, donc tu as une petite entreprise. Et je trouvais ça à la fois intéressant parce que tu es dedans, dehors, t'expérimentes et tu surviens avec tout ça et tu dors pas beaucoup en ce moment. Et puis avec la famille, avec ton mari qui vous faites un binôme et une équipe, si j'ai bien compris. Et je trouve que c'est un vrai sujet. Moi, je réponds pas beaucoup là-dessus. Enfin, j'ai des avis sur certains points. J'ai pas les expériences aujourd'hui, ça me réjouit parce que j'aime pas. Donc c'est intéressant et je suis curieux là-dessus. Euh, donc je te laisse peut-être démarrer. Comment tu vois toi le sujet de la typicité, parce qu'en fait on est dans une systémique complexe. Là, je prends ma casquette aussi thérapeute. Parce que ça parle de ceux qui sont concernés, ça parle de ceux qui sont pas concernés, ça parle de la place de la femme, et moi je parle beaucoup des femmes depuis 7-8 ans, mais il faut pas ignorer les hommes qui, globalement, au niveau de la société, se font massacrer. Ça, c'est inadmissible pour moi. C'est-à-dire qu'on peut pas parler de la femme en ignorant les hommes, et on peut pas dire que les femmes sont formidables et que tous les hommes sont pourris. C'est pas possible, parce que, et si on prend l'entrée psychanalytique, c'est au détriment des enfants. Donc cette systémique, elle est complexe, elle est importante, selon que le couple il est hybride ou pas, et qui sait qui est surdoué ou pas. Et dans les fratries, il y a ceux et celles qui sont concernés ou pas. C'est d'une complexité. Et puis on parle de danse, mais on pourrait élargir à tout le petit bazar qui est à côté. Et t'as une longue expérience sur le sujet, et ça m'a intéressé un peu de voir ce que tu ramènes, ce que tu pourrais dire, à la fois les choses dont tu es sûr et les choses dont tu n'es pas sûr. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est extrêmement délicat. Le sujet est souvent galvaudé parce qu'il est traité trop rapidement. Donc une fois qu'on dépasse les banalités, il faut quand même rentrer dedans. La première chose que je peux me permettre de dire, c'est que l'atypie en famille, c'est de l'intensité. C'est-à-dire que pour moi, une atypie, enfin, tu vois, je pense que les gens suivent, le savent. Pour moi, j'utilise toujours ce terme-là en disant qu'elle est colorée. Elle est colorée avec notre personnalité, avec notre histoire, l'éducation, la culture, avec les expériences, les rencontres qu'on fait en fait, dans le sens où on va évoluer. Et c'est un peu tu vois, ce grain de sel en fait, en plus dans un plat. Ça veut pas dire que le plat il est pas bon sans ce grain de sel, bien entendu. Et c'est un petit peu tout le sujet dont on a parlé toi et moi, c'est-à-dire que le but c'est pas de rentrer dans des boîtes contre, c'est-à-dire que là tu disais les hommes contre les femmes, c'est pas le but, mais c'est pas non plus le but de rentrer de atypie, non atypique. C'est juste pour moi de l'intensité. Et ça, on peut pas en fait faire l'impasse sur ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles atypiques ne trouvent pas leur réponse dans la littérature ou auprès des professionnels qui ne connaissent pas le sujet. Ça amène une dimension, j'ai envie de dire, supplémentaire, parallèle à prendre en considération lorsqu'on décide de faire un couple, quand on a une atypie, et quand on décide en plus d'agrandir finalement cette famille, qui est déjà finalement une sorte de famille quand on fait couple, avec des enfants. Parce que les chiens ne font pas des chats, et que bien souvent, qui dit couple atypique, dit aussi enfant atypique. Et là, il peut y avoir l'explosion. D'autant que tu vois, tu parlais des femmes, et en général, les femmes, elles se découvrent. On va dire que enfin, elles osent enlever le masque lorsqu'elles réalisent que leurs enfants sont atypiques. Elles se permettent de se dire, mais enfin, cet enfant, j'étais comme ça, je suis comme ça. Et c'est souvent grâce à ça, j'ai envie de dire, qu'elles arrivent à moi, en disant, voilà, j'ai découvert que j'étais hautement sensible, j'ai découvert que j'étais atypique, j'ai découvert que j'étais HP, parce que mon enfant est comme ci, comme ça. Et là, et bien en fait, c'est comme si on ouvrait un peu cette boîte de Pandore, et ça peut être extrêmement violent parce que, on repense un peu toute notre vie, ça remet plein de choses en question, on ne comprend pas. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette dimension intergénérationnelle qui est compliquée, parce qu'on ne parlait pas des atypies de la même manière il y a 20 ans qu'on en parle aujourd'hui. On ne considère pas, par exemple, les enfants TDAH aujourd'hui de la même manière qu'il y a 20 ans. Mais il y a aussi un côté culturel. Je vis au Royaume-Uni et c'est quelque chose que je remarque énormément. C'est-à-dire que je trouve qu'en France, ou en tout cas dans le milieu francophone européen, on va dire, on a un retard, mais un retard phénoménal sur le sujet.
Et je vois à quel point on banalise avec des séries, avec des jeux. Maintenant, je vois le HPI un peu partout. Et en fait, on n'y comprend rien. Et ça fait du tort, finalement, aussi à la cause. C'est-à-dire qu'en fait, on met tout dans un Big Mac. Et ces familles qui cherchent des réponses et qui sont en souffrance, elles ne le sont pas toutes, bien sûr, eh bien, en fait, elles ne trouvent pas. Elles ne trouvent pas. Et pire encore, eh bien, malgré des preuves, par exemple, lorsqu'on va voir avec des psychologues, on va passer des tests, que l'enfant va passer des tests, eh bien, l'entourage va dire, ah, c'est un effet de mode. Et du coup, ils ne trouvent pas leur réponse et se confrontent en fait encore plus à cette violence de les gens ne le prennent pas en considération. Et peu de professionnels, et trop peu de professionnels sont formés, que ça soit dans le côté médical, éducatif, soutien. Enfin, voilà, ça c'est là où j'essaye d'intervenir, en tout cas professionnellement. Mais le problème, c'est que en tant que professionnel de base, et tu avais aussi étudié ça, ils sont pas formés avec leur diplôme de base. Non, Ils sont pas du tout. Alors, c'est vrai que moi j'ai psychologues. Bon, ils sont formés en psychotechnique. Ils sont pas formés ni sur la danse ni sur la neurodiversité. Un peu plus les neuropsychologues. Donc, s'ils font pas le job d'aller travailler le sujet, c'est pas lire un livre. Hein. C'est vraiment une difficulté. Et l'effet Barnum fait que tu as un certain nombre du professionnel qui se mettent spécialistes parce qu'ils ont lu un livre et qu'il y a du business en ce moment. Ce qu'on va reprocher à d'autres métiers, mais moi je veux pas opposer les métiers les uns aux autres. Il y a des gens qui bossent très bien, des psys qui bossent très bien. Et si tout va bien, j'ai un psychiatre qui va venir sur ma chaîne. J'ai hâte, qui est exceptionnel, spécialisé TDAH, TSA et HPI. Et je pense qu'il vaut mieux valoriser ceux qui travaillent, même si moi ça m'agace pour les autres qui travaillent mal. Regarde la douance, hein, aujourd'hui ils sont sous l'eau les psys, c'est impossible d'en trouver des psys, des neuropsy ou des psychiatres. Ils sont sous l'eau, c'est juste sur la partie douance effectivement que ça pose problème. Ce que tu viens de dire pour moi c'est important dans en fait les effets de jeu de domino. Une femme très souvent elle dit si les enfants sont surloués c'est le mari. Ça c'est quasiment automatique. Avec le risque de l'environnement, c'est que c'est l'effet Barnum comme si c'était contagieux, mais c'est pas une grippe, la douance. Et ce que tu dis, c'est ça qui est important. Il y a un phénomène de génération, je pense, c'est que tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants, et par effet domino, c'est pour les mères, parce que elles vont y aller pour ça. Les femmes, pas les hommes globalement. C'est un truc de femmes parce que les femmes sont des mères et elles sont engagées. Alors ça, c'est psychogénétiquement, c'est le ventre qui gouverne. Donc c'est une porte d'entrée super importante. Il y a un enjeu. Je pense qu'il y a des générations sacrifiées hein, pour aller vite. Et faut mettre le paquet donc sur ce que tu fais, sur les enfants, sur les familles, sur les femmes qui souvent se retrouvent toutes seules par ailleurs. Et c'est pas la même pédagogie, c'est pas la même porte d'entrée. Il faut apaiser tout ça, faut arrêter de foutre le bordel, le Barnum et tout le cirque. Soit parce qu'il y a une exploitation bête et méchante, soit parce qu'il y a du rejet bête et méchant. Tout ça ne sert à rien. Il faut apaiser ça, je pense. Et plus il y aura des professionnels, moi ça me va très bien. Plus il y aura du monde, à condition de bien travailler et d'avoir, je pense, en fonction de nos propres aspirations. Moi, ce que tu fais, j'ai pas d'aspiration, ça me fait trop mal, mais c'est absolument important. Et parce qu'on est sur des continuums. Je crois qu'il y a une problématique, par contre, lorsqu'on parle des neuroatypies, et c'est le mélange qu'on voit dans les professionnels et qui se fait du tort, c'est qu'on mélange les neuroatypies avec la santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les professionnels ne voient les neuroatypies que par le prisme de la santé mentale ou de la pathologie. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Alors, bien entendu, qu'on soit atypique ou non, on peut avoir des problématiques de santé mentale. Ça n'a rien à voir. Mais c'est dommage parce qu'on fait toujours le lien. Donc, il y a des personnes atypiques qui vont très très bien et encore heureux. Mais par contre, on ne soigne pas, on n'accompagne pas et on ne comprend pas une personne atypique ou une personne neurotypique. Et ça, je trouve qu'il y a un mélange de tout. Et du coup, souvent, eh bien, j'ai la sensation, quand je vois notamment certains psychologues avec qui je discute, ils me disent, ben voilà, moi, quand je sors effectivement de mon master, j'ai la sensation qu'il faut guérir d'une certaine manière ces personnes-là et qu'en fait, elles ont juste des troubles. Et ils ne comprennent pas, du coup, comment accompagner ces gens-là. Et ça se retrouve notamment chez les enfants. Alors, je ne dis pas qu'effectivement, le trouble existe dans certains, par exemple, comme le TDAH, voilà. Mais en fait, c'est une neuroatypie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre qu'on ne pourra pas guérir l'enfant. Il va falloir
et en faire quelque chose de beau et de fort. Et c'est totalement possible parce qu'on a ce prisme-là de penser que ils ont tous des problèmes. Mais non, en fait, ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qu'on voit. Donc tout ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils n'ont pas spécialement peut-être des problèmes, ou bien peut-être encore, ça c'est une autre thématique. Donc ça c'est la première chose sur laquelle je voulais rebondir. La deuxième, c'est que on a un souci effectivement au départ, ce sont les femmes qui vont repérer ça chez leurs enfants. Souvent les pères dans les couples on va dire hétérosexuels, il y a un blocage, c'est-à-dire que soit effectivement ils sont sensibilisés parce qu'ils ont été détectés enfants, soit ils ne veulent pas en entendre parler. Et ça c'est pas forcément évident. Et les femmes, lorsqu'elles s'interrogent là-dessus, alors déjà on a l'impression qu'il faut qu'elles se légitiment à s'interroger là-dessus pour elles-mêmes. Il y a un droit à se légitimer qui est extrêmement compliqué à travailler parce qu'elles savent que ça va foutre totalement le bordel. C'est possible. Certaines, malheureusement, se retrouvent à un moment donné à dire, mais moi, si j'en parle dans mon couple, ça va pas, ça explose. C'est triste, hein. Et du coup, on ressent une inhibition totale, intellectuelle, mais aussi au niveau de la sensibilité, parce que il y a des reproches tels, c'est à cause de toi, si notre enfant est aussi sensible, s'il fait que pleurer, s'il est aussi fragile, parce que du coup, on assimile la sensibilité à la fragilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Tout est remis, en fait, sur sa faute à elle. Et donc, comment on fait finalement? Parce que là, comme je le disais, pour moi, c'est une intensité supplémentaire. Donc, il y a déjà soi, il y a l'autre, quand on fait un couple, mais il y a les enfants. Et les enfants, ils vous loupent pas, surtout les enfants atypiques. Très très vite, ils vont mettre le doigt où ça fait mal. Il y a un gros bouton rouge, je le vois, il brille, forcément, ils vont appuyer dessus. Alors, je pense que selon que c'est des garçons, des filles, on va avoir peut-être des typologies de comportements différents. Et il y en a qui vont appuyer dessus, et il y en a d'autres qui vont se sacrifier sur ce que j'ai pu voir. Oui. C'est-à-dire que je parle souvent de parentalisation. Les enfants, une posture de parentalisation, c'est qu'ils sont parents de leurs parents. Ils peuvent faire symptômes pour sauver du système. Et là, on est dans le champ de la thérapie systémique familiale. Ils peuvent faire symptômes du système, c'est pas le problème, c'est la solution confusible. Et ils peuvent essayer de sauver les parents. Et là, on se retrouve sur le générationnel qui va tomber sur la famille. S'il y a, et pour moi, il y a une surreprésentation que je ne sais pas expliquer, mais une surreprésentation de parents, c'est-à-dire pour les enfants de grands-parents toxiques, avec des problèmes d'alcool, de violence, de psychopathologie, qui est fréquent. Alors, ce qui me rassure, c'est que c'est pas automatique, donc ça me fait du bien, y compris pour dire que c'est pas automatique. Moi, mes parents, ils sont pas surdoués, mais ils sont pas violents non plus. J'ai pas résolu ça, mais dans la systémique familiale, donc on peut être dans le champ de la compréhension de la systémique familiale et de la thérapie, mais il faudrait le rappeler partout, l'endurance n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, et la danse est un enjeu anthropologique, c'est un décalage culturel, et j'espère qu'on va pouvoir y travailler dessus dans le livre. C'est de pas opposer les populations, les distinguer, oui, mais il y a des choses à faire ensemble au bénéfice des deux. Je parle neuroatypie et typicité. Mais ça nécessite la bonne volonté de part et d'autre. Et dans les familles, c'est vraiment un creuset. Et il y a toute la partie invisible. Toute la partie invisible, c'est que la danse n'est pas un livrable. Les surdoués veulent produire. En gros, il dit j'ai pas un diplôme, je brille pas, je suis pas surdoué. C'est un processus, c'est pas un résultat. Et ça peut participer de ce que tu dis, des femmes qui ont dit mais j'ai pas travaillé, j'ai pas brillé, je suis pas surdoué, pourquoi ça serait moi? Et un risque que tout pète. Et ça, c'est invisible parce qu'il y a une espèce de contenance, et j'ai vu des femmes qui ont éteint leur doigt. Bon, il y a toujours des petites lumières allumées, mais qui essaient d'éteindre leur doigt, plus que les hommes. En fait, je reviendrai à ce que tu disais par rapport effectivement aux petites filles, aux petits garçons, mais il y a aussi le tempérament. À titre personnel, j'ai 4 enfants et j'ai que des garçons. Donc, du coup, je trouve que c'est intéressant de voir, quand bien même ce sont tous des garçons, ils ont un tempérament, une personnalité, c'est 4 personnalités totalement différentes, et leur atypie se voit de manière différente. Et donc, après, plus on laisse l'espace, et plus l'enfant prend l'espace. Ça, c'est logique. Tu sais, on est dans une mouvance actuellement où je pense qu'on a beaucoup d'études, beaucoup de supports pour comprendre effectivement le fonctionnement, la psychologie du développement de l'enfant, du jeune enfant. La France, je trouve, est encore un peu en retard, mais elle essaie de rattraper son retard sur tout ce qui est du domaine de la parentalité positive et respectueuse. Et donc, on va laisser aussi cette place à l'enfant.
Et parfois, le souci, c'est que si on n'est pas bien avec ses propres atypies, si on est dans la lutte contre soi-même, si on essaie de se cacher de ça, eh bien, ça va être très compliqué d'être dans cette parentalité, d'accueillir en fait cet autre qui est l'enfant avec ses spécificités pleinement, parce que ça va nous violenter. Ça va être très très compliqué. Ça va venir en fait, déterrer quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de percevoir. Je le vois, tu vois, notamment sur la haute sensibilité. C'est vrai que j'ai fait la formation du docteur Alain Aron et je suis d'ailleurs sur son site internet et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a très très peu de Français encore qui font sa formation. Tu veux rappeler son nom parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas. Ah, bah pour moi, c'est la papesse de l'hypersensibilité. C'est Hélène, E-L-I-N-E, Aron, A-R-O-N. On peut voir son site internet. C'est en anglais, mais maintenant, il y a des Il y a moyens de d'autres traduire. personnes en France où tu es la seule, je crois. Alors, j'étais la première il y a quelques années, et maintenant, il y en a 2 ou 3 autres, je crois, voilà, en France, ou en tout cas en francophonie. Et on le voit, tu vois, chez les pères, par exemple, parce que dans cette culture où effectivement la sensibilité chez les hommes est beaucoup moins acceptée, c'est très compliqué pour eux de faire face aux émotions de leurs enfants. Beaucoup plus. Parce que, comme tu vois, ils vont utiliser énormément d'énergie pour canaliser, contrôler, gérer leurs propres émotions. C'est insupportable de voir un petit être en face qui, lui, ne fait pas pareil. Ça vient bousculer des choses qui est impensable. Et ils ont juste envie de canaliser ça, de stopper ça très très vite. Et comme ils n'y arrivent pas, parce que le jeune enfant n'a pas cette capacité, et puis le cerveau n'est pas du tout mature, et de toute façon c'est parce qu'il faut faire un soi, eh bien ils vont reprocher à la partenaire, dire bah voilà, tu vois, tu sais pas faire, regarde l'enfant, il est comme toi, il pète un câble, tu vois, comme ça, il est hystérique. Alors il y a des mots comme ça, péter un câble, il devient fou, il est hystérique, voilà, ou bien bon, il y a plein de choses comme ça. Et ces femmes, elles se sentent un peu désœuvrées, et si elles n'ont pas fait tout ce travail d'acceptation de leurs propres atypies, elles comprennent pas. Elles comprennent pas, elles vont encore plus se murer. Et du coup, on va se confronter à cet enfant qui a cette intensité, ce bouillon, en fait, et qui, on peut en faire quelque chose d'incroyable, une créativité, une force, une prestance qu'on peut développer. Mais on va pas pouvoir. On va pas pouvoir lui laisser cette possibilité. Mais parfois, j'ai envie de rassurer les familles parce que parfois, lorsqu'un mari, elle me fait, j'ai compris ce que tu me dis, Elodie, mais moi là, je peux pas. Et j'ai envie de dire, ok, trouve juste un endroit, en fait, où ton enfant pourra le faire. Et j'ai envie de rassurer, tu vois, les familles qui peuvent nous écouter aujourd'hui en disant, si vous y arrivez pas, parce que ça peut être un long processus, que ça peut être douloureux, parce que ça vient remuer plein de choses, eh bien, juste le fait d'en avoir conscience, on peut proposer un environnement à cet enfant pour qu'il ait cette liberté, en fait. Et ça, c'est possible. Alors, il peut le trouver, pas toujours à l'école, mais c'est possible, mais ça se fait dans des passions, auprès d'amis, d'autres familles. On peut lui proposer des environnements ou des rencontres qui vont lui permettre d'avoir finalement cette espèce de liberté. Ouais, en fait, quand je t'écoute, ça touche un truc. Ouais, mon cerveau mouline plein de trucs en permanence, mais un truc qui me turlupine en ce moment que j'ai pas assez fouillé. Mais tu vois, dans tout ce que tu viens de dire, ça touche la notion. Je parle souvent des atypiques qui ont des problèmes de limites, de frontières et de filtres. Je dis aussi que les femmes, et pour moi, je le vois plutôt pour les femmes, ont besoin de contenants. Je relis des bouquins de Damasio qui est absolument exceptionnel sur l'homéostasie des êtres, et je relis tout ça dans ce que tu viens de dire des hommes, dans ce que tu dis des enfants, dans ce que tu dis de la liberté, de la place des femmes. Pour moi, là, je prends ma casquette un peu recherche et psychosociologie et d'enseignement, c'est que il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, je pense, le monde neurotypique, de la manière dont il fonctionne, est protégé parce qu'il est bordé par un récit collectif dont parle Carlos Tinoco et ses amis dans Les Surdoués et les autres. Et il y a un récit collectif qui tient les gens. Les surdoués ne sont pas tenus. Ils sont pas tenus. Donc ça nous rend plus proches, vu de l'extérieur, de risques de psychopathologie. Et avec la densité, il faut aller voir l'épaisseur des murs, donc les phénomènes éducationnels. Et dans tout ce que tu dis en creux, moi je me vois et je me questionne beaucoup en ce moment sur les enjeux des limites, les enjeux des frontières, l'effondrement des neurotypiques face au HPI, l'effondrement des THPI ou des TTHPI avec lesquels je peux travailler face au monde neurotypique. Et à chaque fois, je vois des problèmes de limites, de frontières, de sécurité. Tu vois, quand tu parles de la liberté ou des jeunes qui vont plutôt les garçons sur la drogue, l'alcool et les jeux, les filles sur les tentatives de suicide et les scarifications, un manque de protection.
qu'on peut trouver aussi en psychanalyse. Et tu vois, cet enjeu, il est majeur. Pour moi, il est peu abordé à mon avis. Moi, il me réveille le jour et la nuit en ce moment. Alors c'est de la systémique complexe. Là, je repars dans mon univers recherche. Dans la systémique complexe, dans la systémique biologique, c'était Varela et Maturana, les chercheurs qui avaient travaillé là-dessus, dans un bouquin qui s'appelle la toile de la vie, c'est Fritjof Capra qui avait utilisé là-dessus. Les enjeux des systèmes sont aux frontières et les enjeux des gens sont aux frontières et les enjeux des enfants sont aux frontières et des gens qui n'ont pas de frontières, c'est de la psychopathologie. Les frontières, c'est pour judicieusement les dépasser, les limites, c'est pour s'arrêter. Et à mon avis, quand on est une centrale nucléaire, il y a un enjeu sur l'épaisseur des murs. Pardon, j'ai pris du temps, mais c'est un sujet qui me, qui me prend la tête en ce moment. Je comprends. Après, je reviendrai sur un petit détail, si tu me le permets. Tu me parlais qu'ils sont pas tenus par rapport au récit collectif de Carlos Tinoco, qui c'est un superbe livre, effectivement. La problématique, en fait, lorsque les atypiques veulent faire famille, c'est que ils vont chercher un modèle. Et le modèle de la famille qui est représenté dans nos sociétés, c'est pas forcément un modèle qui leur corresponde. Ils vont donc tomber dans ce conformisme qui va être, moi, ce que j'appelle pathologique. On va tomber dans de la névrose, en fait, pour reprendre des termes effectivement lacaniens et freudiens, mais ça va être une névrose collective qui va se passer chez eux. Et là, je fais le lien avec la théorie de désintégration, tu vois, de Dabrowski, qui ça va être nécessaire de passer par ces phases en fait de désintégration et de crise existentielle de la famille. Et ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on fait des crises existentielles identitaires personnelles en fait. Exactement. Parce qu'elles s'entremêlent, il y a le personnel qui s'entremêle dans le familial. Et génère vraiment en fait une puissance où on en fait quelque chose pour rebondir et créer en fait un système familial qui nous correspond, soit pas du tout, on continue finalement dans ce conformisme. Et en fait, ce qui est incroyable, et moi ce que je c'est que les personnes atypiques qui veulent se conformer, qui veulent croire au récit collectif, elles y arrivent, mais elles y arrivent tellement bien qu'elles en deviennent extrêmes en fait dans ce conformisme. C'est-à-dire qu'elles mettent en fait toute leur capacité, tu vois, d'atypique à se conformer. Mais du coup, justement, c'est celles qui sont encore plus, tu vois, dans la violence de voir que d'autres personnes ne puissent pas en faire autant. Et parce que c'est juste impossible. Elles mettent tellement d'énergie là-dedans que c'est impensable pour elles d'en sortir. Et ça peut être destructeur. Ça peut être destructeur pour les enfants, mais aussi pour soi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une forme de suicide. Ouais, je pense que t'abandonnes, ça c'est vraiment, et ça peut expliquer la violence de certains atypiques. Donc ils peuvent partir dans la violence et il y en a qui peuvent partir dans une forme de dissociation, de suradaptation en croyant juste qu'ils s'adaptent. En fait, qu'ils se suradaptent. Et moi, j'ai fait ça une bonne partie de ma vie, mais je suis pas le seul. Mais sinon, il y a des Et donc, addictions qui en découlent. Il y a beaucoup de problématiques d'addiction, que ça soit aux écrans, aux jeux, des problèmes d'argent, d'actidologie, j'ai vu sexuelle, ça j'ai pu le voir en médiation énormément. ouais, Il y a un moment, en fait, c'est juste pas possible de se suradapter à ce point sans conséquences sur le long terme. troubles alimentaires aussi. Aussi. Donc, maladie auto-immune, maladie rare. Alors, sur ma chaîne, je préviens parce que je l'attends depuis longtemps, une amie médecin, qui est un des médecins les plus diplômés de France, qui vient terminer un DU de médecine interne, voilà, 2 doctorats, 23 diplômes, mais elle a fait sur maladie auto-immune, maladie rare et neurodiversité. Donc elle a fini son mémoire, elle va venir en début d'année, mais pour moi c'est important pour aller expliquer aux gens, alors c'est bien si les professionnels s'y mettent aussi, d'être vigilant sur des impacts, c'est-à-dire la cartographie neurotypique, elle n'est pas suffisante et qu'on peut générer un tas de bizarreries au niveau biologique, au niveau du métabolisme, des neurotransmetteurs, du fait de notre fonctionnement, des hyperinflammations, acidité, tout ça c'est le même paysage et ça part du premier cerveau, c'est-à-dire le ventre, le microbiote et tout ce bazar-là, euh, donc le terreau immunitaire. Ça aussi, c'est intéressant parce que souvent, on va parler aux parents qui sont déjà parfois totalement
épuisés par cet enfant qui les dépasse, qui les surpasse. Il y a ce côté, je me sens pas à la hauteur de l'enfant. Combien de fois j'ai pu l'entendre de parents en disant mais je suis pas à la hauteur en fait. J'ai la sensation que j'arriverai pas à le suivre, que j'arriverai pas à la suivre. Ouais. Et on parle en fait, tu vois, de ça, de ce microbiote, de comment, parce que il y a des choses à faire de ce sens-là aussi pour les enfants, et on en parle peu, et c'est pas forcément bien perçu. Et pour autant, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir aussi cette lunette sur la médecine douce alternative, en plus du reste, si jamais il y a besoin, bien entendu. Mais c'est quelque chose que les parents n'osent pas spécialement, parce que encore une fois, eh bien c'est triste, mais ils n'arrivent pas à trouver des professionnels ils vont l'écouter. J'aime bien, tu vois, j'en ai parlé dans mon livre Ma famille atypique, mais cet exemple qui m'a marqué. C'est-à-dire que mon troisième, c'est le plus intense de tous. Et je crois que c'est dans sa personnalité, il sera toujours comme ça. Il passait son temps à pleurer, à râler, on ne comprenait pas, donc forcément, tu vas penser à enlever d'abord la piste médicale si jamais il y a un problème. Donc on est allé voir plein de spécialistes en France d'abord, puisqu'on était encore en France à ce moment-là. Et puis à chaque fois, on me disait toujours la même chose. Donc ce qui revient souvent, et je pense que beaucoup vont se reconnaître, notamment les mères qui vont regarder cette vidéo, c'est-à-dire que c'est la faute aux mères. Leur dire mais c'est parce que vous êtes stressé. Non mais voilà, j'ai envie de dire non mais arrêtez avec ça parce qu'en fait c'est un cercle vicieux. Si je ne dors pas, que j'ai un enfant qui pleure tout le temps, bien entendu que je suis stressée, bien entendu que je n'en peux plus et bien entendu que ça va pas forcément aider. Sauf que la cause c'est pas le stress, la cause c'est cet enfant qui pleure beaucoup, qui est toujours en demande, qui est toujours intense, qui soit toujours au sein, qui veut toujours être porté, qui veut jamais être posé, qui avoir des difficultés même pour s'alimenter. Bref, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est voilà, la faute aux mères. Et à un moment donné, on a aussi les reflux. Mais une fois qu'on a traité les reflux, on ne sait plus. Bref. Et donc, qu'est-ce qui reste? C'est juste attendez. Et c'est vrai qu'en France, on a juste ça. Et quand je suis arrivée, parce que c'était à cette période où on a déménagé au Royaume-Uni, on a cherché du soutien parce que ça passait pas. Et les premières questions que les médecins, et ça ne nous plaît pas, les pédiatres, les médecins, à chaque fois, et même parfois, je me souviens aux urgences, on m'a dit, est-ce que vous ou le papa, vous êtes atypique? Est-ce que vous avez une grande sensibilité? Est-ce que vous êtes surdoué? Ce sont des questions qu'on m'a posées, je n'en revenais pas. Et comme j'avais une tête un peu sous le choc, ils pensaient que je ne comprenais pas la question, ils savaient pas ce que je faisais comme travail forcément. Donc, et là, je les ai vus me dérouler l'explication en disant ben oui parce que vous savez si vous êtes vous le papa en fait neuroatypique peut-être que eh bien l'enfant l'est aussi donc il a une autre intensité et en fait ils font référence notamment aux recherches du docteur Schirsch pardon le pédiatre qui a expliqué les bébés aux besoins intenses qui en fait en grandissant deviennent des enfants aux besoins intenses des adultes aux besoins intenses et quand on connaît bien le sujet on parle d'atypie là et c'est pour ça que je parle d'intensité. Et ça, vraiment, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que ça fait du bien d'être parfois juste. Alors, la solution, il n'y en a pas, bien entendu, mais juste d'être face à un professionnel qui nous comprend, qui met des mots sur ce qu'on ressent, ça soulage. Parce qu'on arrête de se culpabiliser, on arrête de s'auto-flageller, en fait, en se disant, c'est peut-être pas moi qui fais mal, et peut-être que je peux trouver des réponses ailleurs. Et ça, s'il y a des familles qui regardent cette vidéo, j'aimerais qu'elles se rassurent en disant, peut-être que vous avez juste pas trouvé le professionnel qui comprend en fait la problématique aujourd'hui. Et certes, on l'enlèvera pas, mais le fait de le comprendre, ça enlève une énorme part de stress. Et on n'a pas besoin de se rajouter du stress quand on est parent d'enfants atypiques. Non, mais ça va avec ce que tu disais au début. On a un retard. Moi, je disais aux États-Unis de 40 ans, j'ai trouvé des trucs. Il y a déjà 40 ans aux États-Unis par rapport à ce que j'ai trouvé, soit sur la danse, soit sur THPI, mais un retard de malade. Enfin, par rapport au gifted dans le monde anglo-saxon, mais c'est fou. Enfin, c'est magnifique ce que tu dis, parce que c'est juste une évidence, ça règle pas tout. Mais si la réponse c'est de dire c'est de la faute de la mère, hein, comme l'anorexie, ça c'est facile. Ou alors c'est dans votre tête, hein, ça c'est facile aussi pour envoyer la responsabilité. Ou alors on va attendre, ça va bien passer, hein, c'est comme la grippe. Non, Il y a plein de variantes. non mais c'est dégueulasse. Mais en même temps, il n'y a pas le système, il n'y a pas le contexte, il n'y a pas la culture. Ça fait juste 5 ans que ça arrive, mais en mode Barnum, c'est-à-dire quand même tout pourri, avec des gens qui y contribuent au tout pourri, et que ça a besoin d'infuser beaucoup dans les institutions pour en faire quelque chose
de normal et d'acceptable, c'est-à-dire ni ostentatoire, ni dégradé, parce que les gens sont pas formés, mais les professionnels sont pas formés, et parce qu'il n'y a pas d'enseignants sur le sujet. Enfin, c'est un continuum, sauf que dans le creuset qu'est la famille, c'est la rencontre, c'est la rencontre de tout ça, d'un corps social, d'un regard social, d'enjeux culturels, de professionnels des enfants, donc de l'école, donc des professionnels des enfants, donc la place du couple. Ah, il y a intérêt à ce que le couple il soit solide, c'est à l'épreuve du feu dans ces cas-là. C'est Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Effectivement, on peut jamais dire que c'est la faute de l'enfant si un couple se sépare. Par contre, euh, je pense qu'on, quand on est parent, on le sait. Une fois qu'on a un enfant, on a quand même moins de temps pour soi, moins de temps pour son couple, moins de temps tout court, mais en même temps, on doit déployer plus d'énergie. On est un peu plus fatigué, on a plus de responsabilités. Forcément, ça engage le couple autrement. C'est-à-dire que le couple, là, il doit faire équipe. Il n'y a pas le choix. Et quand on est fatigué, on réserve pas forcément le meilleur de soi à l'autre. Et on rentre dans l'intimité. Le couple, c'est une intimité. On offre le meilleur comme le pire, c'est ce qu'on dit, hein, et c'est totalement ça. C'est-à-dire que on enlève les filtres à un moment donné, ou bien en tout cas ça pète, parce qu'il y en a qui les gardent les filtres. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de couples atypiques qui sont tellement, tu vois, dans le syndrome du caméléon, de la suradaptation, dans le conformisme même du couple, qu'une fois qu'on met l'enfant là-dedans, par contre, lui, il fait péter tous les filtres. Et là, ça complique les choses en fait, parce que se montrer sans filtre une fois qu'il y a un enfant, c'est beaucoup plus compliqué de poursuivre après la vie de couple. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que on a besoin de découvrir quelqu'un, en fait. Et c'est pas le moment, parce qu'on a déjà une nouvelle rencontre, cet enfant qui arrive, en fait. l'enfant va le voir, et je pense que ça rajoute à l'enjeu familial. Je sais plus si j'en ai parlé une fois. J'avais quelqu'un que j'ai détecté THPI, et il me parle de sa fille. Je dis, je pense que votre fille elle est aussi concernée. Il y a pas longtemps, c'était cette année. Et il me dit, ma fille, je crois, je sais plus si c'est 6 ans ou 7 ans. Elle me dit, voilà ce que ma fille a dit à sa mère. Elle a dit à sa mère, 6, 7 ans, maman, si tu te comportes comme une gamine, on va pas s'en sortir. Ouais, non, mais ça Six. m'étonne pas. Je sais que mon fils aîné, c'est assez incroyable. Enfin, je veux dire, il, il nous dit des trucs où on est là, bon, ben d'accord, enfin, je dirais ok. Voilà, depuis tout jeune, hein, depuis l'âge de 5-6 ans, c'est vrai qu'il avait une analyse. En plus, ces enfants, ils peuvent mettre mal à l'aise. Et alors là, c'est intéressant parce que si on n'a pas déconstruit la parentalité, si on n'a pas déconstruit l'agisme au sens large, ces enfants dérangent. Tu expliques l'agisme. C'est en fait faire une distinction. Alors ça, les personnes atypiques, elles le font pas, mais les personnes souvent neurotypiques, si, c'est-à-dire on fait une différence parce qu'il y a un âge. Il y a ce côté de tu es plus âgé, je te dois le respect plus que toi tu me dois le respect parce qu'il y a une différence d'âge. Et les enfants atypiques, ils ont souvent un regard qui peuvent mettre mal à l'aise. Ils peuvent poser les questions qui peuvent mettre mal à l'aise. Ils vont s'intéresser au sujet des adultes. Et ça, si on est dans l'agisme, on va pas supporter qu'un enfant, nous interroge en fait sur un sujet qui pour nous est un sujet d'adulte et qui devrait faire des choses d'enfant. Sauf que ça n'intéresse pas à cet enfant surdoué en fait de faire des choses d'enfant. Et qu'est-ce que c'est des choses d'enfant pour lui? Et pour autant, oui, bien entendu, il reste un enfant. Dans le développement de son cerveau, il y a plein de choses qui se mettent encore en route, mais il peut avoir une analyse pointue des choses. Et c'est là où je dis des fois ça loupe pas, c'est-à-dire que un enfant il peut très bien effectivement de loin alors qu'il fait son jeu. Je sais pas, par exemple, deux femmes qui discutent et du divorce, et lui il va poser la question avec une certaine en plus candeur et naïveté de c'est quoi un divorce et qu'est-ce que c'est, et puis après aller voir par exemple l'autre partenaire en disant il paraît divorcer, mais parce qu'on m'avait rapporté cette histoire, c'est pour ça que je donne cet exemple. Mais il paraît que vous allez divorcer. Par contre, tu vois, il paraît, enfin, il suffit juste que tu lui offres des fleurs. Je pense que tu l'écoutes pas assez. Et le gamin, il avait 5 ans et il sort ça comme ça. Et donc il met le pied dans le plat parce que pour lui, il dit mais pourquoi en fait les gens souffrent, pourquoi ils en arrivent à divorcer s'il suffisait juste de faire ça. Donc il va poser, voilà. Et ça peut déranger parce que les gens ils sont pas prêts à ça. Mais ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Tu vois là, on a à l'approche de Noël et je sais que pour beaucoup d'enfants
surdoués, par exemple, faire croire au Père Noël, c'est un mensonge, et ils peuvent très mal le vivre, par exemple. Alors comment on fait lorsque dans cette société, si les autres amis, les autres copains de l'école, voilà, croient au Père Noël, comment on va expliquer à son enfant, toi t'as décidé de pas y croire, donc j'ai pas pu te faire y croire, mais du coup il faut faire croire aux autres, tu vois, parce que c'est important. Et elle va dire, non, il faut que je dise la vérité aux autres. Tu m'as toujours dit de dire la vérité. Pourquoi je leur dirais pas la vérité? C'est pas gentil de leur mentir quand même. Tu te rends compte? Ils croient pas. Et donc il y a des choses comme ça qu'on fait face quand on est parent d'enfants atypiques et on se dit oui. Mais écoute, ça fait partie malheureusement du folklore autour de Noël. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, quand les enfants atypiques comme ça découvrent qu'il y en a qui traversent au feu rouge. Mais tu m'as toujours dit que s'il y a un feu vert, il y a un feu rouge. Pourquoi les gens traversent au feu rouge? Et c'est hyper intéressant parce qu'ils ont 4-5 ans, ils sont déjà très jeunes. Donc, tu vois, ils s'intéressent à ce genre de notions. Et donc, plus ils grandissent, plus ça se complexifie également. Et plus ils ont envie qu'on complexifie, tu vois, le sujet. Et donc, tu peux, à partir de 8-10 ans, philosopher et avoir des super intéressantes sur le monde, sur la vie, quoi. Et il vient de trouver, tu vois, aussi. Ce que tu dis, c'est, j'ai parfois des gens qui me disent, j'ai vu des professionnels qui me disent qu'on peut pas savoir avant 6 ans si l'enfant est surdoué. Mais évidemment que si. Enfin, il suffit de le regarder, de voir comment il se comporte. C'est pas un concept. Il y a pas longtemps, j'ai une maman qui m'a appelé pour son gamin. Elle voulait changer d'école. Enfin, c'était une catastrophe en France. Le gamin, il doit avoir, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Il rentre chez lui, il dit maman, c'est pas possible, quoi. Je fais des dessins tout bêtes avec des gens tout bêtes. 5 ans. Faut me changer d'école. Et le responsable de l'école lui dit mais non, faut demander au rectorat, faut faire un dossier, je peux pas le faire pour vous. Gamin, il est en dépression, en burn-out, comme dans une entreprise. On n'en parle pas assez, mais oui, la dépression et le burn-out chez les enfants, malheureusement, ça touche beaucoup d'enfants atypiques. Sans compter le harcèlement qui rajoute une dimension compliquée parce que l'enfant atypique, même si on ne sait pas en quoi il est différent parce que c'est pas forcément visible comme un handicap par exemple ou une différenciation physique, et bien en fait les autres enfants le sentent qu'il y a quelque chose qui rentre pas. Puis en plus lui-même ne peut pas faire semblant en fait, c'est-à-dire que, enfin ça dépend des enfants atypiques, mais il va être un peu à côté de la plaque dans les jeux ou bien ça va carrément pas l'intéresser. Et puis pire encore, il peut avoir ce réflexe de dire mais ce que vous faites c'est pas intéressant. Donc forcément il a pas les codes sociaux, donc il peut être encore plus victime effectivement de harcèlement. Ça c'est dur, hein. Ça c'est dur parce que en fait en France on ne supporte pas la singularité, on ne supporte pas le côté les minorités, et sinon on cherche à tout prix à renverser à l'extrême en fait. Tu vois, pour que les minorités soient mises en avant. Mais en fait, c'est pas ça, accepter la singularité de chacun. Et on le voit dans le système éducatif. Pas là pour respecter la singularité. Il y a 30 élèves pour un élève. On peut respecter les singularités des enfants. Et en fait, les carrés doivent rentrer dans des ronds. On peut pas faire autrement. Et là encore, tu vois, je le vois sur un système ici, et notamment en Écosse, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Je veux dire, l'école ici, je pense que beaucoup de parents français en rêveraient. Et comme quoi c'est possible. Et on a plein de modèles en Scandinavie, en Suède, il y a plein de modèles incroyables d'écoles et qui démontrent que les singularités peuvent être totalement prises en compte et au contraire développées positivement. Pourquoi on n'arrive pas à le faire en France? Il y a, au-delà de problèmes économiques, politiques, je pense qu'il y a un problème culturel à ça. On a beaucoup de mal à accepter en fait la singularité. Et on le voit à quel point aujourd'hui les gens, ils ont fait tu vois, le débat des atypies devient risible parce qu'on ne supporte pas en fait de le prendre au sérieux. Donc on en fait des séries, on en fait des jeux, ça devient risible en fait, c'est une blague. Et on dit oh bah oui, bah ton enfant il doit être surdoué, encore un. Il y a plein de profs qui sont comme ça. Et moi j'ai des parents en disant mais j'essaye d'expliquer ça à la maîtresse, mais ils ne veulent rien entendre à l'école parce que comme on refuse d'accepter en fait les différences des gens, parce qu'il y a encore ce côté aussi en plus très élitiste par rapport au HPI, que ça n'a absolument rien à voir, et ça fait beaucoup de tort, je pense, vraiment à la typie, parce qu'il y a un côté de se dire ah mais ça va, ils sont surdoués, ils vont s'en sortir, alors qu'en fait du coup on n'a rien compris au sujet. Eh bien ça fait du mal à ces familles, ça fait du mal à ces enfants, et on se retrouve en fait dans un système qui est totalement dépassé, mais en fait qui est sclérosé également.
C'est une catastrophe. Je pense que le point du harcèlement, il faut vraiment le répéter, le répéter. Beaucoup d'enfants sont harcelés à l'école par Ah, les mais c'est élèves, par et les ça va très loin. enseignants et ne disent rien. Faut vraiment, ils ne disent rien pour différentes raisons. Ils ne disent rien. Faut vraiment super faire gaffe. Harcelés par les enfants, harcelés par les enseignants, harcelés par le corps enseignant, parfois harcelés par les psys qui les trahissent. Les psys scolaires, il y en a d'autres qui sont très bien, évidemment. Pour les enseignants, ils sont tellement sous l'eau, eux, harcelés par l'institution, qui ne savent plus gérer le bordel où tout le monde agresse tout le monde à l'école. Les parents agressent les enseignants, qui agressent les élèves. Les enseignants sont agressés par l'institution. C'est juste, c'est horrible. C'est En absolument fait, horrible. Euh, J'avais une question sur un truc. J'en ai jamais parlé en public, mais j'ai eu quelques fois le cas, puis je suis concerné. Euh, D'enfants, une fois, il y a une maman qui m'appelle. Elle me dit, mon fils ne nous parle plus. Je lui dis, bah, amenez-le, il va parler. Moi, je l'ai fait à 10 ans. J'ai dit à ma mère, je te parlerai plus jamais. Une partie de moi a arrêté de lui parler. Et le gamin, il est venu avec les parents et il a parlé. Il a parlé. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai des trucs, je sais pas pourquoi. moi, Je sais, en fait, juste, ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sens que ton interlocuteur, de toute façon, ne parle pas la même langue que toi, tu vas essayer de parler, tu vas essayer de communiquer, tu vas essayer de te faire comprendre. Si tu sens que vraiment, il ne comprend pas. Par exemple, je sais pas, moi, si je vais dans une région de Chine où je ne parle absolument pas la langue et on n'arrive pas à se comprendre, à un moment donné, je vais arrêter de parler. Ça sert à rien. Je vais pas utiliser de l'énergie. Et encore, est-ce que tu as eu des situations, tu as entendu des situations d'enfants qui ont décidé de ne plus parler à leurs parents? plus parler. Alors, ça dépend comment. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. On peut ne pas parler à son parent parce que de toute façon on se confronte à un mur. Comme je disais, il y a des parents, ils sont tellement pas dans l'acceptation de leur propre, ils sont tellement bloqués là-dessus que c'est de toute façon un rapport de force. Et il faut savoir que souvent les personnes atypiques n'aiment pas le rapport de force. C'est toute la problématique. En fait, aujourd'hui, les gens ne savent pas communiquer sans le rapport de force. Ils sont vraiment dans cette dualité de pour prouver que j'ai raison, je dois prouver que t'as tort. Ils ont toujours pas compris qu'en fait il y avait autant de vérité que d'êtres humains. Donc on est dans cette dualité, dans ce rapport de force constant. L'enfant n'a pas besoin de ça. Donc si la sensation qu'il est dans le rapport de force et qu'il ne peut pas pleinement communiquer à cœur ouvert, forcément, il va pas avoir envie de parler. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais en plus de ça, s'il a la sensation de ne pas du tout parler la même langue, il peut y avoir en fait ce côté de je vais me protéger de l'autre en fait. Je vais me protéger parce qu'en fait, je me sens juste violentée. Violentée parce qu'il parle pas la même langue, violentée parce qu'il attend de moi certaines choses et que je le ressens. Et les enfants atypiques ont conscience des attentes qu'on a sur eux. Ils savent pas toujours les verbaliser selon l'âge et comment ils se développent eux-mêmes, mais ils en ont conscience qu'il y a un poids en fait. Et ils sont tellement écrasés qu'en fait, c'est une autoprotection de ne plus en fait communiquer. Et c'est possible. Et c'est pour ça qu'il faut trouver ce qu'on va appeler une sorte de médiateur, quelqu'un qui va parler leur langue et qui va leur permettre d'avoir cet espace en fait sécure. Et c'est ce que je disais au début là. Je disais, des fois j'ai des parents qui disent mais en fait moi je n'y arrive pas. Et je leur dis ok, juste trouver quelqu'un, trouver un environnement, trouver quelque chose où il a cette liberté, où il peut être lui-même, où il se sent compris, ou en tout cas même s'ils ne sont pas compris, qu'ils se sentent en fait aimés et respectés pour ce qu'il est. Et tu vois ce décalage entre les parents qui s'acceptent pas ou les parents qui ont la sensation, parce que parfois on a un enfant qui, oui, on se sent dépassé. Et ça, c'est intéressant. En fait, comme ils se sentent dépassés, ces parents, souvent, ils abandonnent. Tu vois, ils se disent, en fait, d'une certaine manière, ils disent, mon enfant n'a pas vraiment besoin de moi. Bien sûr que si. Mais en fait, comme dans leur inconscient collectif, dans ce récit collectif, pour reprendre le terme, ils ont la sensation qu'un parent, c'est comme un tuteur qui doit montrer le chemin, qui doit savoir. Eh bien, en fait, c'est intéressant de se dire, mais forcément, face à un enfant atypique, un enfant où on a la sensation qu'il apprend de lui-même parce qu'il est autodidacte très rapide, il va apprendre à lire, à écrire, enfin voilà, très rapidement, eh bien, le parent peut se sentir dépossédé de son rôle, mais tout simplement parce que il essaye de coller le rôle de parent à un rôle qu'il croit que c'est, en fait, à un modèle totalement dépassé, en fait. Alors qu'un parent, c'est pas ça. Et donc, il faut réapprendre et il faut peut-être réajuster aussi cet idéal. Tu sais, souvent, on parle de l'enfant rêvé, de l'enfant idéalisé dont il faut faire le deuil. Mais je crois que, au lieu de parler de l'enfant, on pourrait parler de sa parentalité qu'on avait fantasmée, en fait, quand on a voulu avoir des enfants lors de la grossesse, de cette parentalité idéalisée.
et de la parentalité finalement réelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas apprendre à devenir parent en même temps que ton enfant grandit. Et quand tu as un autre enfant, tu repars quasiment de zéro en fait, parce que l'enfant peut être totalement différent. Donc, bah justement, tu ne peux pas te rester conditionné sur le premier, parce que sinon ça fonctionne pas. Et donc, pour rebooter sur ce que tu disais, bah, je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut trouver quelqu'un, si on n'est pas en capacité de le faire, qui va permettre à l'enfant de s'exprimer. Et où il va se dire, bon, je comprends que mon parent, en fait, n'est pas en capacité. Et ça, les enfants atypiques le disent très bien. Et d'ailleurs, ça peut générer, tu vois, quand je te parlais d'agisme, ce truc de je supporte pas de sentir que pour mon enfant je suis bête. Et ça, il y a des parents qui le disent en disant, de toute façon, il me trouve bête, il me l'a déjà dit. Et là, moi, je travaille sur le parent, sur son ego, en fait. Parce que là, il y a un problème d'ego. En disant, mais c'est pas grave d'être bête. Si, est-ce que c'est grave d'être plus bête que son enfant? Parce que tu vois, alors déjà, qu'est-ce que c'est la bêtise? Parce que finalement, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de dire, mais pourquoi vous voulez être plus intelligent? Pourquoi vous voulez être plus... C'est pas ça le principe d'un parent, en fait. Et puis, vous savez, il vous trouve bête. Mais peut-être qu'il vous aime. Et de toute façon, peut-être qu'il vous trouvera moins bête en grandissant parce qu'il comprendra d'autres choses. Il comprendra que vous avez une expérience. Si elle aurait pu s'interroger sur tout ça, sur sa parentalité, sur son ego, sur ce qu'elle imagine être une bonne ou une mauvaise mère, ce qu'elle devrait être ou ne pas être, Ça, c'est une eh bien, montagne. elle aurait pu, tu vois, elle aurait pu laisser la place et l'enfant peut-être, ben oui, il n'aurait pas arrêté de parler. Ouais. Mais tu vois, quand tu parles de bête et d'intelligent, en fait, on n'a pas défini ce que serait l'intelligence. C'est que beaucoup d'atypiques se croient bêtes parce qu'on est dans la confusion de l'intelligence et de la performance que j'essaie d'expliquer. Que il y a des gens qui ont plus de 130 de QI, ils sont pas surdoués, ils sont surperformants. Renzulli, Renzulli, qu'on voit partout pour la recherche comme une référence internationale sur la douance au niveau de la recherche, 2005, Renzulli. Il explique qu'il y a deux types de douance. En fait, quand il parle de douance, il parle deux types de haut potentiel. En fait, ils sont pas nommés. Il parle des hauts potentiels neurotypiques qui ont plus de 132 QI, mais il va pas jusque-là. 2005, Renzulli, une référence mondiale. Et il parle des hauts potentiels complexes. Ceux-là, ils sont surdoués. En fait, les hauts potentiels neurotypiques, ils sont visibles, ils sont la représentation collective qu'on a au niveau international, qui fait que les gens surdoués, pas surdoués, se maltraitent parce que l'implicite, c'est ce référentiel-là. Quand quelqu'un qui dit qu'il est bête au regard de ce que serait une intelligence qu'on n'a pas définie, c'est pas une compétition avec l'enfant, parce que c'est ça que fait l'ego, c'est une compétition avec l'enfant. Exactement. Il y a une intelligence supérieure à cette intelligence-là. Donc c'est la bêtise versus ce que serait l'intelligence. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ou de l'échec, ou l'idée qu'on se fait, mais on est tous de mauvais parents, et je suis le premier à être un mauvais parent. Euh, C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut comme on peut avec l'idée qu'on a au moment où on a et qu'on souffre à dormir comme tu peux le faire parfois 3 heures par nuit. Faut y aller quand même pour les donner des conseils aux gens et aux parents de ce que les gens ne disent pas en plus. C'est-à-dire que les parents, les atypiques, sont des taiseux. Des taiseux, ils ne disent pas ce qu'ils vivent. Et le peu qu'ils disent, ça pèse une tonne. Et que et qu'on est toujours dans un référentiel collectif qui est faux d'une performance intellectuelle. Mais ça n'a rien à voir. On peut avoir un HQA plus de 130 et être très très bête, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Tu vas te Avoir faire bac allumer. plus Je vais 10, c'est pas ça faire du tout. Je te le dis, tu vas te faire allumer. Je me suis fait, mais alors, descendre en flèche quand j'ai osé le dire sur Instagram. moi je le dis, mais il n'y a pas de problème, mais il y a plein de gens qui savent que c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir une performance, mais c'est objectif, tout le monde peut le voir. Tu peux avoir une performance bac plus 5, bac plus 10 de performance cognitive dans un domaine donné, tu vois, scientifique, tu rentres chez toi, t'es neurotypique. Un neurotypique, un neurotypique HPI, il HPI partout. Il va faire des courses, il va sortir dehors, il va faire chier tout le monde, il va à l'école et avec les enfants, matin au soir, H24, il est neurotypique. Quelqu'un qui est performant, il est performant dans un silo, dans un truc donné. Il a une école d'ingé, il a une performance cognitive, il est bon en maths ou autre chose.
Très bien, tu le rentres à la maison, il est normal. Renzulli, 2005, qui fait la différence. Mais c'est pas grave, ils ont de la chance, ceux-là, comme je dis des fois, c'est les blonds. C'est la référence, c'est les blonds. Tout leur, tout leur va. C'est ce qui fait que sur cette fausse représentation, les enseignants peuvent dire, mais arrêtez de nous faire chier, vous avez des avantages, vous êtes compétents, vous sautez des classes, vous n'allez pas nous emmerder. Sauf ils ont une représentation du HQI de base, et alors qu'ils s'adressent à des HPI, mais dans les HPI, évidemment, il y a aussi des HQI, ça serait trop simple. C'est différent. Mais les parents, ils sont avec cette représentation-là. Qu'est-ce qui fait que les mères, elles pensent que c'est les hommes? Parce qu'on est toujours dans l'implicite HPI, HQI. Donc elles disent celui qui a plus de performances cognitives, logico-mathématiques, cerveau gauche, c'est l'homme. Tu vois, il y a tout ce brouillage, mais il y a des femmes qui ont ces compétences-là. Mais c'est destructeur, c'est terrible. Et effectivement, les enfants sont symptômes du sujet et peuvent abandonner ou se sacrifier. J'ai vu des enfants qui se sacrifient ou devenir cause du système, beaucoup, de ce qui se passe chez les parents. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Alors, je vais revenir sur ce que tu dis. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents, c'est justement d'arrêter de croire qu'il faut être un parent exemplaire, dans le sens où on n'est pas un tuteur, on n'est pas là pour ça en fait. Surtout chez l'enfant atypique. Je crois que l'enfant atypique, il lit entre les lignes en fait. Il lit même parfois à travers nous sans que soi-même, on ait compris quelque chose. Parce que il y a justement ce côté où il n'est pas encore conformé à tout ça, donc il va vraiment lire de manière en fait latérale les choses. Là où nous des fois on se complique vraiment, vraiment. Il faut, je pense, avoir une certaine humilité avec ces enfants-là et dire quand ça va pas, dire quand on n'y arrive pas. Et souvent en fait, ils nous donnent une propre solution. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut placer sur un rôle d'adulte, absolument pas, ça reste un enfant et il a besoin d'être accompagné en ce sens. Mais parfois, que lorsqu'on se sent dépassé par son enfant, ça peut être juste en fait de lui demander mais de quoi tu aurais besoin? Parce que là, moi, je sais plus. Je sais plus, j'y arrive pas. Et souvent les parents ils osent pas dévoiler en fait eh bien leurs limites. Ils osent pas dire qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils veulent avoir justement, eh bien, cette image toute puissante. Parce que ça nourrit leur ego, parce que ça leur fait du bien, parce que c'est comme ça. Ça marche pas avec un enfant atypique. Ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça va en fait créer un fossé de confiance. Et pour en fait revenir à ce que tu disais, il y a quand même une grande en fait capacité d'empathie, de ressentir. C'est comme souvent on m'a posé la question, est-ce qu'on peut pleurer est-ce que je peux pleurer devant mon enfant? J'ai trouvé ça fou comme question. Je me dis mais pourquoi vous empêchez de rire devant votre enfant? Pourquoi pleurer ça serait différent? Alors ça vient de tout effectivement le symptôme de la société qui ne supporte pas les émotions. Il faut qu'elles soient calquées. Et même la joie, il faudrait pas qu'elle soit trop grande parce que ça peut gêner. Mais il y a vraiment ce truc où l'enfant, eh ben, il a un radar. Il va ressentir quand son parent est triste. Si le parent, il veut pas le montrer, il a le droit. Mais l'enfant va le demander. Mais par exemple, maman, t'es triste, papa, ça va? Et si on est dans le mensonge parce qu'on pense vouloir le protéger en disant oui, oui, ça va. En fait, ça va brouiller son récepteur. Lui, il voyait bien que ça n'allait pas, il ressentait. Et nous, on lui dit l'inverse. Du coup, il peut plus avoir confiance dans son récepteur. Et pire encore, il va se dire, donc sinon, en grandissant, il va se dire, mon parent est obligé de me mentir. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi puisqu'il est obligé de me mentir quand il comprend le mensonge. Et donc là, on rentre effectivement dans ce que je vais faire encore plus d'efforts. Faut pas oublier que quand même, à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, le parent, c'est quand même la figure d'attachement principale. On va dire que c'est le premier rôle dans la vie de l'enfant. Mais en grandissant, on reste quand même des choses, enfin des choses, pardon, des êtres très importants pour eux, pour se rattacher. C'est très sécurisant en fait. On est une sorte de sécurité dans ce monde, surtout lorsqu'on est neuroatypique. Donc je crois que ça va être hyper important en fait, encore une fois, de se regarder soi pour pouvoir mieux accompagner son enfant. Mais que se regarder soi, ça veut pas dire, comme on entend partout là sur les réseaux sociaux, dans le développement personnel, être la meilleure version de soi-même et se mettre toujours la pression à être super. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est revenir vers soi surtout, vers enfin voilà,
vers qui on est vraiment, en fait. Et ça demande un très très grand travail de déconstruction. Et malheureusement, et toi-même tu le sais Fabrice, il y a beaucoup de personnes atypiques qui sont mal entourées et qui ont des personnes toxiques autour d'elles et ça les aide pas du tout. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que les atypiques, j'ai souvent eu ces questions. Pourquoi les atypiques, alors plus les femmes qui prennent plus cher, mais aussi les hommes, attirent les gens toxiques? Parce que ça se voit, parce qu'il y a de la lumière, on voit pas que ça fait gyrophare et que ça brille à tous les étages, parce qu'on peut les manipuler. Alors après le spectre, je reste toujours prudent avec toute cette notion de pervers narcissique qu'on met à toutes les sauces. Je partage pas ça. Le spectre de la manipulation, de la perversité, il est large, mais on peut attirer pour différentes raisons ces formes de toxicité, plus les femmes dans leur capacité à avoir plusieurs programmes, en fait. C'est même pas mal. C'est je vais sauver les autres, ce dont tout le monde se fout. C'est que même quand elles se font détruire, elles peuvent penser qu'elles vont quand même sauver l'autre parce qu'il a des bons côtés. Bah oui, bien sûr. Parce qu'elles vont se mettre en danger, plus les femmes que les hommes, en termes de processus existentiel de rapport au monde. Mais bien sûr que c'est un sujet, c'est pas obligatoire, mais le narratif est pas le même, je pense, pour les femmes que pour les hommes. Mais on va faire ambulance, ça se voit. On a une capacité d'écoute avec l'empathie supérieure à la moyenne. Et donc, on a un processus de réparation, parce qu'il y a un truc qui est spécifique, et je l'ai retrouvé aussi chez Ranzouli, dans sa cartographie, des atypiques. Ils veulent se sauver eux pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, c'est assez fréquent dans les formules utilisées. Ils veulent sauver les autres qui leur ont rien demandé, qui les font chier tous les jours. Et ils veulent sauver le monde, ce qui est inconcevable parce qu'on les prend pour des barjots. Tu vois, sinon les autres, ils veulent juste sauver leur ego, ça suffit largement, ils se satisfont de ça. Je fais une distinction de cartographie et de culture, je veux pas maltraiter les neurotypiques, parce qu'il y a des surdoués qui sont très cons et toxiques. Ça, c'est pour ceux qui douteraient encore du sujet, mais ça relève pas de la bourse. C'est juste je dis pas que tous les surdoués sont parfaits, loin de là. Il y a aussi des gens dangereux, et que les neurotypiques sont méchants, c'est pas vrai. Il y a des gens absolument adorables, gentil, bienveillant et intelligent. Bah, ça y est. Heureusement. Oui, mais faut le rappeler si tu veux, c'est-à-dire que le QI il démarre pas à 100 et que la danse et l'intelligence n'est pas un sujet de QI, mais jamais de la vie.